Aujourd'hui, s'est tenu ici même un sommet sur les maladies rares organisé par le Regroupement québécois des maladies orphelines. Un groupe de travail s'est réuni pour discuter de solutions possibles aux problèmes et obstacles vécus par les personnes atteintes de maladies rares dans le système de santé et dans la société. Il semble qu'il y ait des problèmes sur plusieurs plans: diagnostic, la prise en charge médicale, le traitement, la recherche, l'accès aux services médicaux, aux services sociaux, etc. On va aborder donc quelques-uns de ces thèmes dans ce petit cocktail scientifique qui va durer à peu près une trentaine de minutes. On va commencer par vous, Mme Vaillancourt. Alors, vous avez un microphone tout près, je pense. Alors, vous avez un enfant avec une maladie inconnue. Qu'est-ce que ça veut dire? On va faire venir notre technicien. C'est indispensable. Oui, OK, parfait. Bonsoir. J'ai une petite fille qui a maintenant 8 ans et qui est malheureusement, on est en l'inconnu face à son diagnostic. Après une multitude de tests et après avoir passé son ADN au complet au peigne fin, nous avons identifié 3 mutations qui seraient possiblement responsables, dont une qui serait responsable de l'état de ce qu'elle est dans son être au complet. Mais pour l'instant, personne à travers le monde n'est identifié avec cette mutation-là autre que ma fille. Tant qu'on ne trouvera pas quelqu'un qui a cette même mutation-là qui va pouvoir nous confirmer que c'est bien cette mutation-là qui est responsable de son état, on ne pourra pas savoir si officiellement c'est ce gène-là qui est touché et qui emmène tous ces problèmes-là chez Maëlle. Docteur Melançon, c'est quelque chose qui arrive souvent, une maladie inconnue, une maladie qui n'a pas de nom ou qui est non diagnostiquée. Oui, c'est quelque chose qui se présente très souvent. Pour les généticiens, c'est tous les jours. Et avec les avancées sur le plan technologique, comme le séquençage de l'ADN, on arrive maintenant à identifier des variantes dans le code génétique qui pourraient être associées à cette maladie. Et pour rassurer Mme Vaillancourt, il y a 3 ans, j'ai investigué une jeune patiente qui était la seule au Canada avec une condition. Il y avait 4 autres malades dans le monde. On les a investigués au Texas sur le plan biochimique et on n'a pas réussi à trouver de mutation dans l'ADN. Mais par contre, l'année suivante en Angleterre, il y avait 4 patients avec la même condition chez lesquels on a trouvé le défaut génétique. Et après avoir revu tous nos cas, on réalise que c'était cette maladie. On a donc un spectre de maladies. On sait quel est le degré d'atteinte et on peut les conseiller. Alors, soyez patients et vous allez arriver à vos fins. Merci, docteur. Monsieur Richard, vous avez 4 maladies rares. La sarcoïdose multisystémique avec atteinte osseuse, une pneumopathie organisée cryptogénique. Moi, là, j'ai pratiqué ça là, pendant... Enfin, 2 jours, je pratique ça, là. Une pneumopathie organisée cryptogénique, une hépatite chronique auto-immune et la névralgie des trijumeaux bilatérales. Bon, à part l'hépatite, je n'ai jamais entendu parler d'aucune autre de ces maladies. Et les noms de ces maladies, c'est des grosses bouchées à prononcer et à retenir. Comment ça a été pour vous, le diagnostic de ces maladies? Bien, consolez-vous, ma mère dirait que c'est des noms à coucher dehors, là, et puis c'est un fait. En fait, tellement que ces noms-là, je les ai jamais entendus avant le diagnostic lui-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis retrouvé hospitalisé. Pendant des mois, on a eu des investigations parce que j'expectorais du sang jusqu'à 300 fois par jour. Ça a été autant que ça. Et puis là, bien, on part la machine à diagnostic. Et on s'attend à avoir une liste, évidemment, de diagnostics possibles. Hein? On s'attend à ce qu'ils disent ça va être ça, ça, ça ou ça. Mais le diagnostic final n'est jamais sorti dans la liste. Il est sorti après qu'on m'ait enlevé une partie d'un poumon et puis là qu'on ait fait les analyses là-dessus. Je ne vous passerai pas les 4. Là. La deuxième, ça a été un peu le même principe, c'est-à-dire qu'on a douté quelques mois plus tard à un cancer. Et encore là, ça a été l'anesthésiste dans la salle de réveil qui m'a dit « c'est ça, c'est la sarcoïdose ». Alors, donc oui, on se retrouve avec les maladies rares dans des situations de ce genre-là, où est-ce qu'on navigue
absolument dans le vide. Ça a été le cas aussi pour les autres. C'est-à-dire, ça a été des découvertes, soit d'un anticorps ou un truc comme ça, qui fait qu'on dit « Ah, voici, c'était ça ». Mais c'est assez aberrant. Moi, je suis habitué, on s'attend justement à ce qu'on aille... parce que ça, c'est un processus qui dure pendant des mois. En fait, l'atteinte osseuse, ça a pris 4 ans. Elle était active, mais avant qu'on la confirme, ça a pris 4 ans. Alors, c'est le monde des maladies rares. Madame Teckle, vous êtes atteinte de l'angioëdème, qui est aussi une maladie auto-immune. Est-ce qu'elle se traite, cette maladie? Malheureusement, non, c'est une maladie. L'angioëdème, ça c'est le nom des symptômes qu'on donne et non pas le nom de la maladie, puisque la mienne, elle est classifiée comme chronique idiopathique, donc ils connaissent aucune cause. Il y en a normalement 3 types d'angioëdème héréditaire, type 1, type 2, là où cliniquement on sait c'est quoi la cause, et il y en a des traitements existants présentement, mais la mienne, qui est la forme aussi sévère, qui produit des réactions anaphylactiques, des enflures et brûlures à travers toute partie muqueuse de notre corps, en commençant par les yeux, les lèvres, l'œsophage et jusqu'aux intestins et partout. Donc, puisqu'il n'y a pas... on l'a classifié comme angioëdème héréditaire type 3, mais qui n'a pas de traitement, qu'on essaye à essai depuis 6 ans. Je suis à essai de traitement. On essaye ça. Et puis, mais depuis quelques mois, puisque je suis dans le domaine pharmaceutique et dans la recherche, donc on est apte à faire beaucoup de recherches. Et puis, je suis un peu en rémission, une grosse différence grâce à l'alimentation. Donc, c'est ça. Docteur Melançon, une grande question. Est-ce qu'il y a des traitements pour les maladies rares et de la recherche pour développer des traitements? Autrement dit, est-ce qu'il y a de l'espoir pour les personnes qui n'ont pas encore de traitement curatif? Je vous citerai une phrase célèbre de Claude Saint-Jean, qui est maintenant décédé et qui était atteint d'ataxie de Friedreich et qui, à chaque fois qu'il parlait aux patients ou aux médecins, il disait « faut pas lâcher ». Alors, dans le fond, on a la technologie qui se développe pour trouver des causes à toutes les maladies, particulièrement celles qui sont les plus rares. Le plus difficile, c'est d'avoir accès à la recherche, aux laboratoires qui vont faire les tests appropriés, développer les techniques, et malheureusement, ceci prend du temps. Alors, il faut garder espoir, on va y arriver, mais il ne faut pas lâcher. Madame Vaillancourt, lorsque son enfant a une maladie inconnue ou non diagnostiquée, autrement dit pas d'étiquette, est-ce que ça cause des problèmes pour avoir accès à des services dans le système de santé et des services sociaux? Tout à fait. Le diagnostic, souvent, va aider à orienter l'enfant, mais dans le cas présent, nous, il n'y en a pas. Donc, on y va avec les symptômes qu'elle a. Elle a une déficience physique et intellectuelle, donc c'est la bataille entre les 2 systèmes parce que c'est 2 départements différents, si on veut, c'est 2 centres de réadaptation différents, donc ça permet de traiter, mais quand on n'a pas de diagnostic, ils se renvoient la balle un et l'autre pour savoir qui va s'occuper du cas. Nous, on était, à force de bataille, on a eu accès aux 2 systèmes, étant donné qu'il y avait chez ma fille une déficience physique et intellectuelle et que ça nous bloquait dans son développement de base. On a eu accès aux 2 systèmes. Par contre, c'est très difficile d'avoir un accord entre les deux. Ils ne se parlent pas entre eux autres, donc on travaille dans un sens avec un, dans un sens avec l'autre, puis on espère rejoindre le milieu ensemble. Je dis souvent qu'avoir un enfant différent, c'est comme rouler sur l'autoroute. Mais tout le monde roule sur l'autoroute et nous, on est sur la voie de service et on va faire 1001 détours en attrapant du cône orange en quantité industrielle pour arriver à quelque part. On ne sait pas où. On va finir par arriver probablement, mais on ne sait pas juste comment et quand on va arriver. C'est juste d'y aller un jour à la fois. M. Richard, vous en avez parlé un petit peu tantôt, mais je veux revenir là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, comme patient, comme bénéficiaire de soins de santé, d'être atteint de 4 maladies rares? Bénéficiaire. Définition. Avoir un bénéfice, hein, c'est ça? Un avantage.
C'est souvent difficile de trouver les avantages dans ces scénarios-là, particulièrement justement à cause du nombre de maladies, du nombre d'atteintes. On disait que justement la maladie est multisystémique, donc elle attaque différents organes. Fait qu'on a été très, très réactifs là-dedans, c'est-à-dire que un organe est atteint, à cause des problèmes que ça cause, on va chez un spécialiste, une série de spécialistes, on finit par arriver à une conclusion, mais pendant ce temps-là, la maladie, elle, a continué de s'étendre et est rendue ailleurs sur un autre organe. Là, on repart, et c'est comme ça, étape par étape. Alors, les bénéfices sont certainement plus grands que si on était sur le continent africain, mais dans le cas des maladies rares, c'est une course, en tout cas dans mon cas, c'est effectivement, et je pense que tout le monde est pareil, ça ressemble à l'autoroute. C'est une course constante. C'est une course constante, c'est une bataille constante. Docteur Melançon, pensez-vous que les médecins et la structure de notre système de santé, surtout ce temps-ci, seront bien préparés pour prendre en charge des maladies rares aussi complexes? Alors, on a sûrement dans le système les ressources humaines et même financières qu'il nous faut. Mais le système est en fait submergé par l'approche de patients qui ont des maladies rares. Alors, ce qu'il faut faire, ce n'est pas d'introduire encore plus d'argent et plus de problèmes, mais essayer de décoder le système, de l'organiser, de le réglementer pour donner accès rapidement aux personnes qui ont des maladies rares, accès aux bons médecins, aux bons endroits et aux bons traitements. Madame Tickle, il paraît que vous ne saviez pas que votre maladie était rare et que c'est en contactant la RQMO que vous avez su que d'autres personnes vivaient la même réalité que vous. Incompréhension de la part des autres, isolement, etc. Que vous étiez une orpheline, en fin de compte. Comment on se sent? Oui, maintenant, ça me fait sourire, mais avant, ça me faisait pleurer. Parce que là, vous n'êtes plus orpheline. Non, je ne le suis pas. Effectivement, je me suis toujours, pendant les premières années, été un peu surprise, ébahie de voir, j'avais un corps médical exceptionnel à l'hôpital Sacré-Cœur, mais la dédication en face de mon cas, donc l'infirmière qui me prenait en charge, j'étais vue souvent chez le médecin spécialiste en médecine interne, les scans, tous les tests étaient faits rapidement. J'étais toujours, waouh, ça m'arrive, mais jamais j'avais réalisation pourquoi. Je savais que j'étais malade, mais pas plus que ça, parce que peut-être aussi j'étais dans le reni, dans le deuil, les premières phases de la maladie. Donc, on ne veut pas reconnaître et accepter qu'on est malade au début. Donc, je ne savais pas que j'étais rare, jusqu'au point où je commençais à faire des recherches à l'Internet, voir s'il y avait... parce que je voulais créer ma propre fondation, mais après, je dis, il y en a d'autres maladies. Et c'est là que j'ai trouvé le site de RQMO et puis je commençais à pleurer. Je me rappelle très bien de cette journée-là. Puis j'appelle RQMO, je laisse un message, je dis je viens de savoir que j'ai une maladie rare. Est-ce qu'il y en a d'autres comme moi? Et je pleurais au téléphone parce que finalement, il y en avait d'autres comme moi. J'étais plus seule. En tout cas, votre sourire est plein d'espoir. Oui, mais les maladies rares, sévères, maintenant, dans mon cheminement de guérison et tout, je sais que je l'ai eu pour une raison vraiment très fondamentale de vie. J'ai une mission probablement à faire une différence, à apprendre de cette maladie-là. Et veut pas, ça nous rend forts. Ça nous rend extrêmement forts de notre mental. Même notre physique, parfois, ne nous aide pas, mais notre mental est fort. Je vous demande votre attention encore quelques secondes parce que le mot de la fin, on le laisse au docteur Melançon. Qu'est-ce que vous diriez pour apporter un peu d'espoir aux quelques 500 000 personnes au Québec qui sont touchées par une maladie rare, docteur? Je rappellerai encore aux patients, venez nous voir, on va vous écouter, dites-nous ce qui ne va pas, dites-nous le cheminement que vous avez fait, dites-nous quelle maladie vous croyez que vous avez, parce que très souvent, les patients ont une idée de leur diagnostic sans en connaître le nom. Donc, dites-nous-le et aux médecins, écoutez les patients et avec ça, on va réussir à faire des diagnostics, à faire des plans de traitement et à améliorer la santé de nos patients. Point à la ligne. Docteur Melançon, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Tickle, M. Richard, Mme Vaillancourt. Merci infiniment. On les applaudit.